Vous êtes avec Patrick Auguste, comme chaque lundi, jusqu'à 3 heures. Et maintenant, on a notre deuxième invité en ligne, qui est Monsieur Guillaume Kofi. Alors, Guillaume, comment allez-vous? Ben, je vais bien, merci Patrick. Alors, Guillaume Kofi, vous-même, vous avez, vous êtes titulaire d'une maîtrise en éducation de la faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa, plus précisément dans la concentration de leadership, évaluation, programme et politique éducationnelle. Et vous avez présenté plusieurs conférences ces derniers jours, dont une notamment qui a pour titre je crois que c'était aussi, il y en a une, c'était dans le mois de la francophonie, récemment à l'Université d'Ottawa. Alors, votre conférence, je crois, avait pour titre La négritude ou l'Afrique à la recherche de son âme. Le cas de la carte d'identité, je crois que c'est un livre de Jean-Marie Adiafi. Alors, C'est ça. c'est ça. Donc, d'abord, Guillaume, dites-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à présenter une conférence sur ce thème? Ok, merci à toi Patrick et puis bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Ben, Guillaume, comme tu l'as dit, il est formateur de formation, je dirais, enseignant de formation. Ben, le constat est venu que quand je partais dans des écoles de langue française, des écoles francophones ici à Ottawa, j'ai constaté que dans les bibliothèques, il y avait un manque de nos classiques, de ce que j'appelle les classiques de la littérature africaine. Et en tant qu'enseignant, je me suis dit qu'il y avait un vide à combler. C'est pour cela, depuis 2017, précisément en novembre 2017, j'ai entrepris avec aussi l'apport de certains collègues de m'exprimer aussi sur certaines plateformes telles sur des radios ou bien de participer à des conférences. En l'occurrence, les matinées conférences sur la francophonie, par exemple, voilà, j'ai présenté la négritude de l'Afrique à la recherche de son âme, le cas de la carte d'identité de Jean-Marie Diafi cette année, parce que je me suis dit, effectivement, la négritude, c'est un mouvement, on l'a connu comme mouvement littéraire, comme politique aussi, mais il faut se dire la vérité. Il a été un peu éclipsé. C'est seulement dans des universités, dans certaines universités, que nous étudions la négritude. Pourquoi ne pas en faire la promotion aujourd'hui? Il est temps. Quand Mhm. je vois la clientèle, comme on le dit, la clientèle scolaire dans des salles de classe, je me dis, voici des personnes d'origine ethnoculturelle qui ont besoin, qui ont soif de savoir quelque chose venant de leurs origines. Et tout cela aussi participerait, par exemple, à amoindrir, sinon à minimiser les intimidations à l'école. Quand moi je sais quelque chose venant de ma culture, quelque chose qui est positif, je peux engager une causerie constructive avec Mhm. quelqu'un d'autre. Mais quand on me présente tout ce qui est négatif, il va de soi que je sois toujours vu comme quelqu'un qui n'a rien apporté à l'histoire, quelqu'un qui est toujours minimisé, quelqu'un qui est toujours la paria. Donc, Mhm. c'est ça Ok. mon combat aujourd'hui. Non, je comprends. Bon, il faut dire que Oui, la négritude, c'est un mouvement qui avait été inventé pratiquement par Sédar Senghor. Il y avait, je crois que un écrivain antillais aussi, son nom m'échappe actuellement, qui était maire de Fort-de-France. Bon, c'était vraiment des... Césaire. Oui, mais c'est ça. Oui. Et il semblerait que ce mouvement s'est un petit peu estompé depuis la disparition de ses leaders, qui n'a pas eu qui a pas eu vraiment de relève pour reprendre un peu continuer avec ce mouvement de la négritude. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Oui, il faut aussi remonter dans l'histoire parce que la négritude a vu le jour sur le bord de la Seine à Paris et puis voilà des étudiants qui se sont retrouvés là-bas, des étudiants venant des colonies françaises ou francophones se sont rendus compte effectivement qu'il y avait quelque chose à faire concernant par exemple l'identité. Et donc ça a été un mouvement, comme je l'ai dit, littéraire politique, mais beaucoup plus littéraire dans ces périodes-là. Ils ont combattu dans les années 30, 40, 50, jusqu'après les indépendances, jusqu'après 1960. Mais il faut dire la vérité aussi que effectivement, à un moment donné, voilà, ce mouvement a perdu un peu de son lustre. Mais n'empêche, je me dis qu'il faille aller fouiller, aller fouiner même
aller ressortir la quintessence de ce mouvement littéraire-là. Parce que il ne faut pas seulement la limiter à un contexte. Aujourd'hui, nous avons d'autres défis. Des défis qui changent, qui sont dynamiques. Nous sommes au Canada. Quels sont les défis d'aujourd'hui au XXIe siècle? Est-ce qu'il ne faut pas aller voir dans la négritude ce qui pourrait nous aider comme force, comme par exemple opinion, et présenter cela aussi à des potentielles personnes qui pourraient être susceptibles de nous aider dans ce mouvement-là aujourd'hui. Voilà. Ok, je comprends. Donc, c'est-à-dire tout que... est à contextualiser, tout est à adapter en fait. Voilà. Si je comprends bien, et vous trouvez dans ces ouvrages des racines, une source d'énergie ou bien de façon de voir les choses qui pourraient être reprises aujourd'hui et actualisées pour qu'il y ait des retombées positives. Ok, ça c'est intéressant. Bon, dans votre présentation de conférence, je vois que vous parlez d'agressions culturelles qui ont occasionné notamment la déshumanisation et la mystification du colonisé à l'époque. Et vous dites que c'était un corollaire de la mission civilisatrice, entre guillemets, que s'était assignée la France dans ses anciennes colonies. Alors, le terme agression culturelle, pouvez-vous nous expliquer, enfin, pourquoi quand même ce terme agression est fort? Merci beaucoup de cette occasion. Succinctement, je dirais que la politique colonialiste de la France, c'était l'assimilation. Et donc, il fallait que les colonisés fassent tout pour ressembler aux petits blancs. Il faut dire la vérité. Et donc, il fallait, comme Léon Gontran Damas l'a dit, il fallait manger comme le petit blanc, il fallait s'habiller comme le blanc, il fallait parler comme le blanc. Et donc, ces colonisateurs-là qui sont arrivés ont tout refoulé, ont dit non, vous n'avez pas de culture, nous vous apportons la civilisation, nous vous apportons une autre culture. Et tout cela était motivé par ce qu'on appelle l'eurocentrisme. Cette idéologie qui voulait en même temps refouler tout, mais imposer sa façon de voir. Et donc, il faut faire aussi la part des choses. C'était une politique française de la colonisation dans un contexte qui était beaucoup plus axé sur l'assimilation. Et c'était cette agression culturelle de dire que les autres n'avaient rien et que nous avions tout, que nous voudrions que tout le monde suive ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons cette agression donc culturelle. C'est ça. Et vous dites que bon, il y a eu quand même des récits d'une légitimation, oui, on peut dire, de cet état de fait. C'est dans la même droite ligne, de dire que les récits de légitimation, c'est quoi? C'est-à-dire, comme on le dira, vous m'excusez du mot, ce sont des nègres, ce sont des paresseux, il faut les tabasser pour que, voilà, ils bougent, il faut, voilà, donc il y a eu cette construction-là de ce qu'on appelait les récits, qui se vendaient pour parler comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire, il fallait dire cela pour que, effectivement, les gens comprennent qu'effectivement, oui, le colonisé était un sauvage, le colonisé n'avait pas de culture, le colonisé était quelqu'un, qui était un bon à rien, et nous qui leur apportons tout le savoir. Et donc, c'est ce récit-là, c'est ce discours-là que nous condamnons. Voilà. C'est ça. Mais aussi, vous parlez, bon, à travers vos recherches que vous présentez dans cette conférence, vous parlez d'un mouvement qui a eu lieu, qui a émergé à un moment donné, de réaction, on peut dire, par rapport à ça, autour de l'image de soi. C'est un mouvement qui a refusé l'eurocentrisme pour valoriser des cultures ancestrales. Donc, ce serait comme un retour aux cultures ancestrales. Mais il semblerait que là encore, il y a beaucoup de réticence à aller franchement vers les cultures ancestrales. Il semblerait que on cherche quelque chose de nouveau. Et là, il semble que vous avez quand même des pistes de réflexion et d'action que vous pouvez proposer à travers vos recherches là. Oui, il faut dire la vérité que la négritude, en fait, avait deux axes. Il y avait le premier axe qui était, en fait, cette revalorisation-là de nos cultures, des cultures des colonisés, des Noirs en particulier, parce que cette culture avait été refoulée, comme on l'a dit, avait été rejetée. Mais aussi, le deuxième projet, c'était ce que Senghor a appelé la civilisation de l'universel. Et donc, cette
ce deuxième axe-là, il a été un peu éclipsé, il faut dire la vérité. Donc c'est vrai, nous voudrions et nous battons pour que les autres reconnaissent notre soi, notre être, ne pas nous considérer comme Césaire l'a dit, des êtres à part entière, entièrement à part, mais des êtres à part entière. Je répète, Césaire l'a dit, il faut que les gens nous voient comme des êtres à part entière et non entièrement à part. Et Senghor aussi le disant, aller vers le métissage culturel, c'était pour dire effectivement, la négritude ne voulait pas prôner une sorte d'ostracisme, mais aussi c'était d'aller vers les autres, parce que c'est dans le métissage que l'universalisme pouvait se concrétiser. Voilà, moi Guillaume, aujourd'hui, ma présence au Canada, effectivement, ça affiche bien sûr mon ouverture d'esprit. Sinon, je serais resté ailleurs. J'allais dire, je ne veux aucun contact. Mais non, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Non, 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 ce n'est pas cela la négritude. Effectivement, il y a un côté, nous devrions aussi montrer ce que nous sommes, ce que nous voulons. Nous ne voulons rien imposer, nous voulons effectivement que les autres le reconnaissent. Et c'est dans cette amitié-là, je dirais, dans cet échange-là, qu'effectivement, nous allons construire le lendemain C'est meilleur. ça. Mais là, vous parlez de... c'est pas, vous prenez pas un retour aux cultures ancestrales, vous prenez comme une certaine distance. Je veux dire, il faut affirmer son identité africaine par rapport, je peux dire, à l'identité européenne. Mais vous parlez d'une identité continuellement réinventée. Quelles seraient aujourd'hui les caractéristiques de cette nouvelle identité de l'homme africain, entre guillemets? Waouh, un vaste chantier. Je ne vais pas avoir cette prétention-là, mais dans mes communications, je dis par exemple, cette identité réinventée-là serait par exemple de dire, je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, oui, on a des pays qui sont sous-développés ou en voie de développement. Qu'est-ce que ces pays-là pourraient gagner dans leur échange avec des pays développés? Si c'est par exemple au niveau de la bureaucratie, des échanges de connaissances, et pourquoi pas, voilà. Et puis aussi des pays, je dirais des habitants des pays développés, par exemple, dans cet échange-là aussi, pourraient aller chercher quelque chose. Par exemple, je vais rien le dire, mais les autres vont déjà tirer tout ce qu'il y a dans le sol comme matière première pour venir aussi fabriquer des choses. Ce sont des échanges aussi. Mais moi, quand je parle d'identité réinventée, c'est de dire en fait que, effectivement, l'homme est fait aussi de culture, d'identité personnelle, mais cette identité-là est mouvante. Moi, aujourd'hui, je suis au Canada, j'ai appris à comprendre aussi les autres, à comprendre leur accent. Ils apprennent aussi à s'adapter à moi, à me comprendre. Aujourd'hui, quand je parle à un francophone du Canada, on se comprend très bien. C'était difficile à mon arrivée ici. Donc, de part et d'autre, nous nous adaptons. C'est une identité inventée, réinventée. L'identité aussi, ça peut se traduire dans tout ce qui est culinaire. Aujourd'hui, je mange de la poutine. Je mange un peu de tout. Mais voilà, c'est ma présence ici. Il faut que je m'adapte, il faut que je m'intègre. Voilà. Alors, c'est mais ça. Ça doit être aussi du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des traits culturels de vos origines que vous allez, qui vous habitent et que vous voulez partager avec la société d'accueil pour être mutuellement enrichissant, s'enrichir mutuellement. Effectivement, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, Guillaume Kofi. Donc, c'est une première avec vous. On espère en avoir d'autres entrevues aussi intéressantes. Alors, vraiment, nous vous souhaitons bon succès, bonne continuation dans vos travaux. Et merci beaucoup. À un de ces jours. Au revoir. Merci. Au plaisir. Au revoir.